Bonjour Yves Palmieri, Bonjour Eric, heureux de vous accueillir, très heureux également. maire de la Farlade, et on va passer un moment ensemble dans les conditions du direct, sans prompteur, ce que vous avez accepté, Absolument. donc dans un lieu décontaminé, ça a été fait par une société ce matin. Je vous remercie d'être là et nous allons aborder ensemble des sujets aussi variés que le territoire, le logement, les finances, les projets, la culture, les associations. Mais avant tout ça, avez-vous des vœux à formuler? Alors tout d'abord, je vous remercie de m'accueillir. Ça me permet aussi de contourner une interdiction qui est de présenter physiquement ses vœux à la population cette année. C'est assez frustrant. Et donc c'est par le biais du média télévisuel que je vais le faire. Et c'est avant tout pour moi la possibilité de m'exprimer pour les Farlédois. Et j'essaierai de répondre modestement à votre questionnement. Voilà. Quant aux vœux, je vais commencer par mes proches. Je Oui. leur souhaite la santé, le bonheur, la réussite, avec un petit mot particulier pour mon fils qui rentrera au CP en septembre prochain. Donc je lui souhaite le meilleur, évidemment, pour la suite. Grande aventure. La grande aventure continue. Mes vœux pour mon personnel communal, je m'exprimerai de façon plus détaillée dans une autre vidéo qui ne concernera que et moi, Oui. évidemment, mais je leur souhaite de s'épanouir sur leur lieu de travail, mais aussi d'être très heureux dans leur vie personnelle, en espérant que cette épidémie stoppe un jour. Oui. On en voit la fin. Elle stoppera un jour, c'est sûr. Mes élus du conseil municipal et du CCAS qui m'accompagnent tout au long de l'année, qui travaillent également beaucoup pour le territoire. Et puis j'aurai aussi un mot pour les autres élus du territoire, qui sont des gens qui très majoritairement sont très investis, ont une vision particulièrement fine de l'action publique, et c'est très enrichissant de les côtoyer. Voilà. Pour le reste des vœux, peut-être que pour les rendre plus digestes, on fera ça à la fin. On va un peu... Donc merci pour ces vœux. On a décidé aussi de ne pas porter de cravate, hein, donc, pour être un petit peu plus jeunes, on va dire. Avant de démarrer, j'aimerais vous connaître un petit peu plus et savoir comment s'est passée la vie entre votre venue au monde et on va dire vos 10 ans. C'était comment? Alors c'était une enfance heureuse avec des parents aimants. J'ai été enfant unique avec des circonstances qui ont fait que je n'ai pas eu de frères et sœurs. Ça n'a pas été une volonté. Mes parents étaient issus de la région, ma mère depuis plusieurs générations de la Farlède et mon père de Carqueiranne. J'ai fréquenté avec plaisir les écoles farlédoises, les clubs aussi sportifs, le football, les boules, et ça a été une enfance très heureuse. L'adolescence, 10-20 ans? Alors l'adolescence, comme tout le monde, Turbulent? pas turbulent, mais les transformations qui perturbent. J'étais particulièrement grand, donc j'étais un peu complexé par ma taille. Mais globalement, écoutez, j'ai traversé aussi cette période sans trop de problèmes majeurs. Les études? Oui, alors après un bac scientifique au lycée de la Garde, qui avait ouvert juste pour ma génération des 76 en seconde, j'ai choisi le cursus universitaire STAPS, qui est la filière privilégiée pour faire professeur d'EPS. À l'époque, nous avions des numerus clausus, donc nous étions obligés de passer un concours d'entrée. J'avais raté celui de Nice et réussi celui de Strasbourg, donc je me suis retrouvé à 18 ans en Alsace, voilà, parachuté dans une région... Ce qui se fait de mieux. Absolument. Dans une région assez hostile au niveau du climat, mais écoutez, mais chaleureuse et qui m'a offert une belle expérience. Ça m'a permis de gagner en maturité, en autonomie, de fréquenter aussi une faculté de bon niveau qui m'a servi pour la suite. Ouais. Entre 20 et 30? Entre 20 et 30, donc j'ai fini mon cursus universitaire. J'ai passé un concours d'éducation nationale, dans un premier temps le CAPES, pour pouvoir être titulaire de l'éducation nationale comme professeur d'EPS. Et puis, quelques temps après, l'agrégation pour être agrégé d'EPS dans l'éducation nationale toujours. Et entre 30 et 40? Entre 30 et 40, écoutez, là c'était à la fois la continuité de la vie professionnelle et puis le démarrage de la vie politique locale à l'échelon d'adjoint au maire de Raymond-Abrine, dont on parlera on va en parler juste après. Un petit peu plus tard, oui. Qui a été élu en mars 2008. Entre 40 et maintenant? Finalement, un changement majeur, c'est l'élection au conseil municipal comme maire en mars dernier. Alors, voilà. Comment on devient maire? Pourquoi? Alors, pourquoi d'abord? Parce qu'on aime son village. Parce qu'on aime son village, on aime son prochain, donc les gens qui habitent. Parce qu'on a envie de le défendre, parce qu'une ville,
elle n'est pas vraiment en concurrence avec d'autres entités, mais elle doit exister, elle doit se défendre. Ouais. Et on a avant tout l'envie de faire de notre ville une identité forte qui existe dans le territoire, qui rayonne. Et vraiment, c'est par amour de la ville qu'on devient maire principalement. Ouais. Donc vous êtes devenu maire dans des conditions un peu particulières. Oui. On va parler un peu de votre prédécesseur. Oui, tout à fait, le docteur Abrine, donc, que j'ai accompagné depuis ses débuts dans la campagne des élections municipales qui ont précédé l'élection en 2008. J'ai été son directeur de campagne à plusieurs reprises et je faisais partie du petit noyau de départ avec Jacques Astier, pour qui j'ai une pensée émue, qui était un ami de mon père et un ami aussi de Raymond et de moi-même, qui nous a quittés en 2013 malheureusement. Et nous étions 3 sur cette ligne de départ dans un moment assez délicat, parce que l'élection de 2008, c'était la première élection après le décès du maire historique, François Pantalacci. Le maire qui a fait l'intérim, Charles Rodolphe, a fait son travail sans aucun problème, et il avait tout de suite affiché qu'il ne se représenterait pas. Donc du coup, comme dans tous ces cas de figure, ça a créé une instabilité, ça a créé aussi plusieurs listes sur la ligne de départ, et l'élection a été assez compliquée, tendue, et a été serrée. Voilà. Donc c'est Raymond Abrine et sa liste sur laquelle j'étais inscrit qui l'ont emporté. Pas d'un nombre de voix considérable, mais suffisant tout de même pour avoir une légitimité. Et puis ensuite, nous avons, pendant 2 mandats et un petit morceau, travaillé côte à côte, dans des délégations qui ont changé avec le temps. J'ai attaqué aux écoles, à la jeunesse et au sport, et puis j'ai fini à l'environnement, à la communication. Voilà, mais je suis resté très proche de lui, et nous avons toujours travaillé main dans la main. Je lui ai d'ailleurs rendu hommage en le faisant nommer maire honoraire en juillet dernier. Il le méritait bien. Un maire honoraire, c'est pour saluer le parcours d'un homme qui a été à la fois honnête, dévoué, désintéressé, et c'est tout à fait ce qu'il a été. Et un gros travailleur aussi. La Farlède et vous, c'est une vraie histoire? Oui, pour plusieurs raisons. Pour des raisons familiales, dans un premier temps. Bon, mes grands-parents ont tenu le cercle de la fraternité, qui est un écrin au centre du village, qui est à préserver, et qui a vu passer bon nombre de Farlédois. Ma mère est née d'ailleurs dans ce cercle de la fraternité à la Farlède. À l'époque, on ne naissait pas toujours dans une clinique ou un hôpital. Et puis, j'ai eu aussi un parcours sportif qui a favorisé finalement cet amour pour le village, et défendu ses couleurs. Ouais. Alors très modestement au niveau du football, mais en tout cas avec plaisir et passion. Et puis à la pétanque, j'ai eu la chance de jouer avec un très grand joueur qui à l'époque n'était pas aussi connu que cela, et avec qui nous avons été champions de France en cadet, ainsi qu'avec Hervé Agara, mon cousin. Et ça a été un plaisir, un honneur, et de porter ce maillot tricolore avec la référence farlédoise, c'était une grande fierté. Oui. Avant de rentrer un peu dans le vif du sujet, entre le sport et la musique? Alors la musique, c'est une passion tardive. C'est-à-dire, j'ai toujours écouté de la musique, j'ai toujours chanté dans ma salle de bain. Et puis plus récemment, je me suis lancé le défi de monter un peu sur des scènes. Alors des scènes très restreintes, très modestes. Mais pour moi, c'est un exutoire, le chant. J'adore chanter la variété. Et écoutez, il y a des gens à qui ça ne déplaît pas trop, et lorsqu'on me le demande, je le fais avec plaisir. Ceux à qui ça déplaît, écoutez, je ne force personne. Non. Mais en tout cas, pour moi, c'est une façon à la fois d'évacuer mon stress, de faire référence aussi à des chansons d'une époque que j'ai aimé passionnément, les années 80, les années 90. Ouais. Au niveau musical, c'était très riche aussi d'ailleurs. Et c'est toujours un plaisir quand je peux chanter, mais encore une fois, tout à fait humblement. Eh bien, merci pour ces révélations. On va attaquer par le territoire. L'urbanisme, la pression foncière et les logements sociaux aussi. On parle un peu des logements sociaux? Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas séparer l'urbanisme des logements sociaux. On a un territoire qui est contraint. La Farlède est une toute petite commune par sa superficie. On a 830 hectares, ce qui en fait la 5e plus petite commune du département. Et nous sommes en plus contraints par les collines d'un côté, l'autoroute qui traverse de l'autre, une zone d'activité riche, et c'est très bien ainsi, mais qui prend une bonne partie du territoire aussi. Donc nous n'avons que très peu de réserves foncières, ce qui fait que
la population qui est déjà installée offre une densité déjà consistante. Et le fait d'être confronté depuis plusieurs années à la loi SRU renforcée par la loi Duflot qui nous oblige à construire des logements sociaux, bien, pose cette question du côté un peu étriqué de notre territoire. J'ai présenté en conseil municipal la révision du PLU dans le but justement d'apaiser notre territoire, de préserver les terrains imperméables, ouais. les zones naturelles, les zones agricoles, tout en renforçant la zone économique. Et nous allons concentrer les constructions, qu'elles soient obligées par cette loi SRU ou Duflot, ou qu'elles soient issues notamment de la loi Allure qui densifie les possibilités, oui. les droits à bâtir, dans la ceinture urbaine qui est aujourd'hui bien définie. Donc on profite des dernières dents creuses pour proposer des programmes immobiliers qui seront toujours des programmes mixtes, en tout cas dans leur plan d'implantation dans le quartier où ils sont proposés. On n'a jamais voulu, avec Raymond, proposer de grands quartiers entièrement sociaux. On a préféré cette mixité sociale. Et aujourd'hui, les premiers programmes qui ont été construits depuis 2008 et qui, aujourd'hui, font partie du paysage charlédois, ne posent aucun problème d'intégration. Donc, en termes d'urbanisme, on est sur la bonne voie. En termes d'urbanisme, on ne doit pas se voiler la face. On est confronté à une pression foncière importante. On est dans un territoire attractif, dynamique, la métropole. On a la mer à proximité, on a la montagne pas très loin. Tout le monde veut habiter ici, finalement. Les gens qui viennent pour y travailler, parce qu'on a au niveau économique une offre d'emploi assez importante. On a les retraités qui veulent venir, on a les touristes qui viennent très régulièrement, plus massivement l'été bien sûr, mais qui viennent tout au long de l'année. On a aussi des universités qui sont attractives pour les étudiants. Et la Farlède est située à quelques encablures de la métropole. Donc forcément, nous avons une forte demande foncière qui fait monter les prix de l'immobilier. Les logements sociaux, c'est une contrainte nécessaire. Le débat ne porte pas sur le fait qu'il faille ou pas des logements sociaux. Le débat porte sur la vitesse à laquelle nous devons les réaliser, le taux que nous devons réaliser aussi de 25%, qui est énorme. Et c'est là-dessus que les maires sont confrontés à des problèmes d'aménagement de leur ville. Si on va trop vite, on a tendance à défigurer la ville. Tout à fait. On a aussi des coûts qui explosent avec les logements sociaux parce que c'est un apport supplémentaire de population. Donc il faut des équipements publics, il faut des places en crèche, il faut des places dans les écoles. Il faut financer en investissement, il faut faire fonctionner ensuite avec du personnel. Et là-dessus, l'État nous laisse un peu orphelins. On n'a absolument aucune aide financière de l'État concernant les logements sociaux. On a juste l'obligation d'en réaliser avec un bâton qui fait très mal, qui est celui des pénalités et qui est celui aussi de la menace de la perte du droit de préemption. Est-ce qu'on arrive à faire oublier que la Farlède n'est pas qu'une ligne droite? Eh oui, c'est vrai que c'est une image qu'on a longtemps eue en tête de ces villages qui étaient traversés par la route nationale. Ceux qui ne connaissent pas la Farlède, allez un peu sur les côtés, c'est très joli. C'est vrai. Laisse continuer. Mais on va faire en sorte d'attirer l'œil aussi, de façon à ne pas se contenter de demander aux gens de s'écarter de la rue principale, mais simplement de les obliger à se rendre compte que la Farlède, c'est autre chose que la rue de la République. Donc on a un projet de centralité qui arrive dans sa dernière phase, dont les travaux vont démarrer à la fin des fouilles archéologiques en fin de premier trimestre 2022. Pour 18 mois, c'est un gros chantier. On a pour ambition de créer une nouvelle place avec quelques logements sociaux, quelques logements à prix intermédiaire pour les jeunes actifs, mais aussi des commerces et des services, en espérant que ces services soient le plus possible orientés vers le service médical. Tout ça, c'est bien, mais on est obligé de parler un peu de finances. Oui. Et au niveau endettement, imposition, vous êtes situé comment? On peut dire que le bilan global est assez sain. On a une fiscalité qui reste raisonnable. On est plutôt dans la partie basse des communes de notre strate dans le département. On a la chance d'être quasiment en totalité désendetté, puisque les derniers emprunts se finissent en 2026-2027. En revanche, c'est un cycle à l'endettement. On va avoir besoin de construire un groupe scolaire. Et là, on va réactiver le levier du prêt, bien sûr. Donc, on va avoir un taux d'endettement qui va augmenter, mais qui restera dans les préconisations. Est-ce qu'il y a une partie subvention? Est-ce qu'on va chercher des subventions et où va-t-on les chercher? Oui, ça fait partie des nécessités aujourd'hui. À l'époque, c'était une vertu, mais on pouvait presque s'en dispenser si on était très attentif à son fonctionnement. On pouvait, lorsqu'on avait la chance d'être une commune avec une certaine vitalité économique,
avant la création des EPCI, on avait quand même une certaine autonomie financière et les subventions venaient en plus. Donc certains élus peut-être ne voyaient pas la nécessité d'aller en chercher. Aujourd'hui, c'est vraiment vital. Aujourd'hui, on a besoin de nos partenaires institutionnels, on a besoin du département, on a besoin de la région. On parlera aussi plus tard d'une possible intégration à la métropole qui, elle, est structurée pour aller chercher des financements bien au-delà auprès de l'État et de l'Europe. Mais aujourd'hui, sans cet effort de recherche de subventions, on va très vite en venir à se contenter de payer le fonctionnement et à perdre sa capacité à investir. Vous avez des projets à court terme ? Alors à court terme, on vient de parler de la fin du projet de centralité qui va recréer un dynamisme pour notre centre-ville, qui va renforcer le commerce, qui va amener un peu plus de monde encore dans ce centre. Ça a du sens au niveau environnemental puisque ça limite les trajets pour se déplacer vers les services. Ça dynamise aussi des commerces existants qui, lorsque la commune est inerte en termes d'apport de population, ont tendance à s'affaiblir avec la concurrence d'Internet, des grandes surfaces. Le deuxième grand projet est le projet du groupe scolaire. On l'a juste abordé au moment de parler du futur emprunt. C'est vrai qu'il va nécessiter un gros investissement. Il est rendu nécessaire par deux facteurs. Le premier, essentiellement, c'est la durée de vie d'une école Pailleron qui a été construite en 1969, l'école Marius-Jean Saulin. Elle est très abîmée, on ne pourra pas la maintenir sur pied plus de quelques années. On fait les efforts qu'il faut pour le confort des enseignants, des élèves, du personnel, mais clairement, il faut la remplacer. Et comme c'est une école qui, mine de rien, est assez grande, avec 8 classes, elle nécessite déjà d'être remplacée par une école assez consistante. À cela s'ajoute la nécessité de compenser les apports de population, et nous avons l'ambition de construire un groupe scolaire avec 15 classes réparties entre maternelle et primaire. Et le choix de les reconstruire sur le site existant a finalement été fait au détriment du choix de décentrer le deuxième groupe scolaire, qui avait d'autres avantages, tout simplement parce qu'on avait un site qui était soumis à une loi sur l'eau qui devenait beaucoup trop exigeante financièrement et en termes de construction. Donc on a préféré maintenir sur le même site ce nouveau groupe scolaire, ce qui a aussi des avantages en termes de fonctionnement, il ne faut pas s'en cacher. On réfléchit déjà à l'absorption des problèmes de stationnement et de circulation aux heures de pointe, puisque ce groupe scolaire va se renforcer. Ça, c'est les projets à court terme. Il y a des perspectives pour autre chose. Je sais qu'il y a un moulin. Oui. Il y a la salle des fêtes. Alors là, pour le moulin, on parle de notre patrimoine. On a le moulin de la Capelle, qui est un beau mât situé juste à 2 pas du centre-ville, justement à côté de ce projet de centralité, avec une très belle place jonchée d'oliviers. Le moulin a été refait, maquillé extérieurement, donc visuellement il est très joli. Par contre, à l'intérieur, il est en ruine et il nécessite plus d'1,5 million de restauration. Donc c'est un budget colossal. On a pour idée de faire un appel à projet qui permette à la fois de remettre en état ce moulin et de lui redonner vie. Voilà, donc et d'obtenir une rentabilité aussi ? Alors, la rentabilité économique sera une nécessité pour faire vivre ce projet. On ne pourra pas engager des finances publiques pour un projet qui ne serait pas viable dans le temps. Donc, le choix des candidats se portera en partie sur la viabilité économique, mais pas que. L'exigence évidemment technique de restauration du bâtiment et la nature des activités seront analysées attentivement aussi. Et la salle des fêtes. Ça me tient à cœur parce que je viens d'une génération où il y avait les ballati, les salles des fêtes, et c'est vrai qu'on a tendance un peu à oublier les salles des fêtes. Surtout en ce moment, malheureusement, mais on espère que ça va revenir bien vite. Alors la salle des fêtes, elle a un peu plus de 40 ans à la Farled, elle a malheureusement eu des malfaçons à sa construction, et là aussi, un peu comme l'école Jean Saulin, elle arrive à un niveau, un état de nécessité de restauration qui nous préoccupe. Pour l'instant, on n'a pas de situation de péril qui nous obligerait à la fermer, donc l'essentiel est tout de même de pouvoir continuer à l'investir pour les associations, pour les activités municipales. Mais il est nécessaire d'envisager son remplacement, d'autant qu'elle est un petit peu étriquée au vu de l'augmentation de la population. Donc l'idée est de la remplacer avantageusement, pas sur place parce que le coût serait énorme et ça nous obligerait à la rendre indisponible pendant pratiquement 2 ans, mais pas très loin et avec une idée en termes d'aménagement global du secteur sous la mairie et de financement qui serait pour le coup plus avantageux, tout en préservant les places de stationnement et l'augmentation des espaces verts. On parlait de musique et de chant.
je vais vous faire une révélation. Dans cette salle des fêtes, avec un groupe de copains, musiciens, j'ai chanté pendant 2 heures pour animer une soirée au profit du basket de la Farlède, il y a quelques années. C'est une belle association, le basket, qui est devenue intercommunale avec le temps. Tout ça, c'est bien. Aujourd'hui, il y a un truc qui nous prend... qui prend une grande partie de notre vie, c'est la sécurité. Absolument. On a envie d'être de plus en plus en sécurité. Avant, on avait peur des caméras. Maintenant, on est content qu'elles soient là. Où en êtes-vous sur le plan de la sécurité? On va peut-être parler de vidéo et de police municipale, mais surtout, comment le ressentent les citoyens? Alors, c'est vrai qu'il y a une différence entre la sécurité objective, en termes de statistiques, on peut aller chercher auprès de la gendarmerie. Notamment, on a la chance d'avoir une gendarmerie, Vous avez la chance, d'avoir une gendarmerie sur notre territoire. Et la perception de la sécurité, qui, elle, c'est beaucoup plus dégradée que la sécurité objective sur notre commune. D'accord. On a la chance de ne pas avoir de dégradation en termes de chiffres sur l'atteinte aux biens, l'atteinte aux personnes. Ce qui augmente, comme partout malheureusement, ce sont les escroqueries, notamment en ligne. Là, ce n'est pas propre à la Farlède et ça peut se faire sur n'importe quel ordinateur, malheureusement. Et puis, il y a la perception de la sécurité. C'est vrai que les gens ont besoin d'être beaucoup plus rassurés. Ils ont l'impression d'être plus en danger qu'auparavant. Et là-dessus, on doit travailler. À la Farlède, on a un réseau de caméras de vidéoprotection qui est, en termes de quantité, assez léger, mais surtout qualitativement, qui est vieillissant et qui ne permet pas suffisamment de répondre à la demande des gendarmes, de la police municipale ou du particulier, notamment en termes d'enquête. Donc nous allons planifier un investissement important sur les 4 ans à venir. Nous avons déjà eu l'accord de la préfecture en termes de périmètre d'installation pour mettre nos caméras aux endroits les plus stratégiques, pas uniquement en centre-ville. On va bien ceinturer les entrées de ville, toutes les entrées de ville, pour ne pas permettre, notamment lorsqu'il y a des cambriolages, de ne pas relever les départs de la commune, parce que tout le monde sait aujourd'hui que les accès principaux sont verrouillés par des caméras, des lecteurs de plaques, mais par les petits chemins de traverse, on peut toujours s'en sortir dans les communes. Donc le but, c'est aussi de faire en sorte qu'on ne puisse pas partir de la commune sans être identifié. Et puis, petit à petit, chaque année, on va débloquer une somme d'argent assez importante dans le budget pour installer nos caméras. Il n'y a pas que les caméras, il faut faire venir la fibre optique, donc les réseaux, il faut installer le mât, il faut réfléchir à la légitimité de la caméra à l'endroit et à l'utilité de la caméra à l'endroit où on la met, parce qu'on a quand même des deniers publics à préserver. Donc tout cela fait qu'on a plus de 70 caméras à installer selon notre plan d'études. Et au niveau police municipale? Oui, on a la chance d'avoir une équipe municipale très investie, très dynamique, qui a été sollicitée, comme dans toutes les communes, énormément au moment de la crise. Elle a répondu présente. Je les en remercie. Ils ont un double rôle de proximité avec la population, de prévention, et puis un rôle à un moment donné aussi de sanction lorsque c'est nécessaire, lorsqu'il y a une mauvaise foi, lorsqu'il y a nécessité de remettre les choses dans l'ordre. Ils le font très bien, ils ont vraiment le bon curseur, le bon dosage pour cela, et je leur fais pleinement confiance. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a la chance aussi d'avoir une brigade de gendarmerie qui est répartie entre les missions auprès du centre pénitentiaire et sur l'ensemble du territoire dont la Farlède fait partie. On n'est pas exclusivement servi par la brigade de gendarmerie, mais on a d'excellentes relations avec le lieutenant Ostalier et son équipe. Et il y a aussi une excellente communication entre la police municipale et la gendarmerie, notamment en termes de remontée de renseignements, ce qui permet de faire un beau travail d'équipe. Ça, c'est bien, parce que souvent, il y a eu entre services, des rivalités parfois, des rivalités, ou un manque de considération. Ce n'est pas le cas en tout cas à la Farlède. La police municipale, moi je suis Marseillais, donc le policier municipal, c'était... c'est parce qu'il avait rien d'autre à faire qu'il était là. Aujourd'hui, c'est une vraie police. Non, ça s'est professionnalisé. Voilà, ça s'est professionnalisé. Et je le vois aujourd'hui dans la vie courante, la police municipale, qu'elle soit à la Farlède, à Hyères ou à la Crau, c'est très très bien. Absolument. Très, très bien. Et c'est nécessaire. Et d'un bon niveau. Lorsqu'on représente les forces de l'ordre, il faut une crédibilité. Et d'un bon niveau. Tout ça, c'est sur un territoire. Le territoire, c'est de l'environnement. Oui. Pour s'occuper d'environnement, il faut être écologiste. Alors, moi, je ferai la distinction entre l'étiquette politique et la compétence environnement écologique, qui est aujourd'hui une nécessité. Quel que soit l'échelon, d'ailleurs, des collectivités ou de l'État, on ne peut pas faire autrement que se préoccuper de la question environnementale. On ne peut pas faire le déni des transformations dues au changement climatique.
on doit faire le maximum, au moins en termes d'exemplarité et d'incitation à la population. Oui, parce que l'environnement, c'est un peu un cadre de vie aussi. Absolument, c'est un idéal aussi. Puis c'est l'idée de préserver les générations futures, de ne pas dégrader justement ce contexte de vie dans lequel vont se trouver nos enfants, nos petits-enfants. On en voit aujourd'hui des signes assez inquiétants dans les changements climatiques. On voit des épisodes dramatiques avec des inondations, des incendies. On sait que ces épisodes sont de plus en plus fréquents, de plus en plus graves. On sait aussi qu'il est peut-être un peu tard pour arrêter totalement le processus, mais on peut toujours mieux faire. Et comme je vous l'ai dit, on doit montrer l'exemple. On peut au moins montrer l'exemple et essayer de l'endiguer. Absolument, et c'est ce qu'on va faire sur plusieurs thématiques. Vous parliez des petits, quand on était gamin, on allait souvent dans les espaces verts. Oui, oui. C'était une époque de liberté, finalement, puisque on était plus insouciants. À l'époque, la perception de la sécurité n'était pas la même. On laissait ses enfants toute la journée jouer, on n'avait pas le téléphone portable pour les joindre, et puis ça se passait finalement très bien. On criait par la fenêtre. On criait. Alors, je ne dis pas qu'il faut revenir à une époque et renier le progrès, mais quelque part, on était peut-être plus heureux dans ces conditions-là. On admettait une part de risque. Oui, mais l'espace vert est nécessaire, je pense, au sein des villes. Alors, ça fait partie de la politique environnementale. Oui. On crée régulièrement, on réaménage des espaces verts, des parcs. On a la chance d'avoir déjà de très beaux parcs, avec le parc Loup-Gardine, Roger Jean-Solin sous la mairie, le parc Pagès à côté de la mairie annexe et de la salle des mariages, et puis on a quelques îlots de fraîcheur, notamment un qu'on vient de réaménager cette année, et j'en suis très fier, j'en remercie le service des espaces verts, c'est le square de Verdun. Voilà, c'est un endroit où on a mêlé à la fois le cadre paysager, les jeux pour enfants et la tranquillité pour lecture par exemple. On a quelques idées pour l'environnement. Qu'est-ce que vous pensez du photovoltaïque ? Alors, l'énergie renouvelable fait débat, mais pas pour le photovoltaïque. Aujourd'hui, le photovoltaïque a été finalement admis, intégré par la population. Moi, je me rappelle, il y a une quinzaine d'années, on trouvait que ça a dégradé le côté visuel, le côté paysager, parce que les toitures étaient modifiées. Aujourd'hui, c'est très admis, et on sait aussi que c'est une énergie propre, c'est une énergie qui profite. C'est probablement l'énergie renouvelable la plus souhaitable. Je suis beaucoup plus mesuré à l'égard des éoliennes notamment. Pour ma part, c'est non. Au niveau environnemental, il y a quand même pas mal de points qui restent à améliorer pour que les éoliennes puissent être utiles. Alors oui, si c'est chez le voisin, mais bon, il ne faut pas être comme ça non plus. Et encore, Donc c'est pas bonnard. Donc ça fait du bruit. Il faut des milliers de tonnes de béton pour ancrer une éolienne et la faire résister au vent. Des milliers de tonnes de béton, du bruit, et ça dénature. Bien sûr. La nature, en fait. Donc je pense qu'il faut mettre l'accent sur le photovoltaïque. C'est ce qu'on fait. On a fait une étude de l'ensemble de nos toitures avec le double avantage de rénover des toitures parfois en bout de vie et d'aller vers une petite autonomie électrique pour notre territoire. Alors dans un premier temps, pour payer ces travaux, on va laisser l'exploitant gérer ses panneaux solaires et en récolter les fruits pendant plusieurs dizaines d'années, mais à terme on récupérera des panneaux photovoltaïques qui, avec leur évolution et leur perfectionnement, deviennent encore très viables à 20 ans, à 30 ans. Ce qui n'était pas le cas au début. Pour votre information, au-dessus de nous, là, c'est du panneau photovoltaïque sur 20 000 mètres carrés. Ah ouais, c'est une belle surface, ça fait quelques mégawatts. Ah oui, ça fait quelques mégawatts. On parle environnement et on peut parler agriculture à la Farlède ? Oui, alors historiquement, dans le nom de la Farlède, on a la racine férula, on est une terre de blé. On avait toute la partie ouest de la commune et la partie sud qui était dévolue à l'agriculture. Et aujourd'hui, malheureusement, il y a un abandon, il y a des friches agricoles qui sont apparues depuis plusieurs dizaines d'années. Alors pour plusieurs raisons, les vocations qui évoluent, la difficulté du métier d'agriculteur, le fait d'être tenté par la revente avec un profit lorsque la zone devient une zone à construire. Donc tout cela est à considérer sans le moindre jugement. Nous avons voulu sacraliser ces zones. Lors de la présentation de la révision du PLU le 1er juin, j'ai bien dit que les zones agricoles étaient maintenues, et en plus nous allons les passer en ZAP, en zone agricole prioritaire, avec le concours de la communauté de communes de la vallée du Gapot et son président André Garon, ce qui va permettre de donner un signal fort sur le fait que ces zones agricoles classées ne risquent pas de redevenir constructibles dans les années à venir. Ce qui va permettre de redéclencher des mises en location, des ventes de terrain à un prix tout à fait adapté à l'exploitation agricole.
Et la deuxième étape, ça a été de faire l'analyse de nos terres pour savoir, en termes de fourniture d'eau, en termes de richesse des sols, s'il était envisageable de cultiver à nouveau ces terres. Et le fait que nous les ayons finalement involontairement laissées en jachère, ça les a enrichis. Oui. Et nous avons des terres qui sont éligibles à énormément de cultures. Et on vient de faire un appel à projet pour soit les nouveaux agriculteurs qui voudraient s'installer. Donc je fais un appel à eux, que ce soit au lycée agricole de Hyères ou auprès de la chambre d'agriculture. Pour les agriculteurs déjà installés sur la région qui souhaiteraient se développer davantage, ou parfois pour ceux qui souhaitent changer de région, nous avons quelques terres agricoles à proposer. En évitant le rosé qui est déjà bien fourni. Alors, l'éviter, je ne dirais pas ça, parce que c'est aussi un élément important en termes de tourisme, d'image. C'est vrai que c'est un produit de luxe, c'est pas un produit nourricier. La priorité aujourd'hui, c'est quand même de nourrir le territoire. Ouais. Le problème, c'est que le maraîchage, qui est l'agriculture qui permet de nourrir tout un chacun, est aussi la plus exigeante et sans doute la moins rentable. Donc, c'est pas facile de demander à des gens de se lancer dans le maraîchage. J'espère, et là, ça va nous dépasser, j'espère qu'on aura davantage d'aide à l'installation pour les futurs agriculteurs dans le maraîchage à l'avenir. On a vu que pendant cette crise, au niveau du territoire, on pouvait avoir quelques inquiétudes sur l'autonomie alimentaire. Voilà. Par contre, les produits de luxe, finalement, le rosé, la figue, l'olive, parfois la truffe sur certains territoires sont aussi les bienvenus, mais ça demande un équilibre, une répartition. Il ne faut pas faire que ça non plus. Ça ne fait pas un repas. Voilà. Il ne faut pas faire que ça non plus. Ça ne fait pas un repas. On va venir à la culture, mais justement, la culture qui est pas mal subventionnée, on peut subventionner l'agriculture aussi. Oui, mais c'est une nécessité, c'est vital. Je pense. Vu que l'agriculteur ne gagne pas suffisamment sa vie maintenant, c'est une donnée, ce n'est même plus une requête de leur part. Aidons-les, ces gens, à gagner leur vie, à nous nourrir, à permettre au commerce aussi d'être les intermédiaires, de gagner leur vie sur leur travail aussi, en proposant un service supplémentaire. Mais on doit aider les agriculteurs parce qu'on a déjà des symptômes importants de ce désintérêt des jeunes pour ce métier. Et si on le laisse complètement filer, on va se retrouver totalement dépendant d'hyperstructures d'agriculture intensive, la plupart du temps dans des pays étrangers. Et là, on a vu que lorsqu'on était dépendant de pays étrangers, en cas de crise, on était quand même assez anxieux, assez inquiet. Voilà, ça devient très compliqué. Très, très compliqué. On parlait d'eau et de parking tout à l'heure. Est-ce que pour, justement, au niveau inondation et compagnie, est-ce qu'il ne serait pas bien de laisser l'emplacement de la voiture en terre et pas en goudron ? Garder les terres imperméables ou désimperméabiliser les terrains lorsque c'est possible, c'est bien sûr quelque chose vers lequel il faut aller le plus possible. C'est assez coûteux lorsque le terrain a déjà été imperméabilisé, c'est des parkings goudronnés, bitumés, ou des cours de récréation. On a la chance depuis quelques mois d'avoir accès à un subventionnement pour le dégoudronnage des cours d'école. Donc j'y suis très favorable, parce que là aussi, plus on permet à l'eau de s'infiltrer, et moins on aura de ruissellement, moins on aura nos réseaux saturés. Et cela permettra de compenser. Et puis on remplit la nappe phréatique. Voilà, et parfois pour rien. Lorsqu'on doit permettre aux gens de se loger, c'est une nécessité, c'est vital. Tout à fait. On le fait pour le mieux. On essaye de créer des bassins de rétention, de compenser la perte de perméabilisation. Et lorsque c'est inutile, il faut arrêter de le faire. Déjà, arrêter de le faire dans un premier temps, et ensuite déconstruire quand c'est possible. Mais les nouveaux parkings, et notamment un parking que nous allons faire au hameau des Monniers, sera, comme vous l'avez laissé entendre, mixte avec des parties perméables, parce que ça n'est pas nécessaire de tout imperméabiliser. C'est parfois plus confortable, mais c'est malheureusement peu vertueux. J'en parle en connaissance de cause, puisque dans mon avant-dernière demeure, j'ai bétonné 300 mètres carrés pour pouvoir me garer. Oui. Aujourd'hui, j'ai mis du gravier sur de la terre et je me gare dessus. Voilà. C'est un petit peu moins confortable, un petit peu plus salissant, mais c'est tellement plus agréable. Plus agréable, et en termes de conscience aussi, je pense que c'est en termes de conscience aussi, mais non, mais parce que oui, il y a une vraie prise de conscience. C'est pas une obligation. Bien sûr. Voilà, c'est pas une obligation. Personne m'a obligé. C'est moi qui l'ai. C'est très bien ainsi, et on espère que cette prise de conscience va se diffuser, parce que je pense, on ne pourra gagner ce combat, ou en tout cas progresser, que si une grande majorité des gens ont cette prise de conscience. On va parler un petit peu de culture. Oui. Vous avez quelques personnalités, je crois, à la Farlade. Oui, on a la chance d'avoir des gens connus, performants, et surtout plein de bonnes intentions. C'est pas toujours compatible, là c'est le cas. On a une
très grande réalisatrice qui progresse d'année en année, c'est Stéphanie Pilonka, qui allie à la fois le talent de réalisatrice, parce que ça demande un certain talent et un savoir-faire, et surtout, elle allie aussi des causes utiles. Elle fait parler, elle fait débattre, elle fait parler du handicap et de l'intégration du handicap, notamment. Et lorsqu'une réalisatrice permet ce débat, elle gagne doublement et elle fait avancer la société, parce que clairement, quand on a vu un film de Stéphanie Pilonka, à la fin du film, on a modifié son point de vue. Alors parfois un petit peu lorsqu'on avait déjà évolué, parfois complètement lorsqu'on était très en retard sur la question. Récemment, elle a encore sorti quelques films qui ont connu des récompenses et qui connaissent un très bon accueil par le public, qui font de très belles audiences, notamment les films qui sont passés à la télévision. Je la remercie parce qu'elle a aussi un bel amour pour sa ville de La Farlède. Elle en parle tout le temps. Elle est venue tourner sur place plusieurs films. C'est une réalisatrice qui est reconnue. Elle attire toujours en plus des acteurs de renommée, ce qui ne gâche rien. Et vraiment, écoutez, on est très fiers de l'avoir sur notre territoire. Elle est issue elle aussi d'une famille farlédoise. Voilà. Alors, elle n'est pas seule. Elle est copine, et c'est un peu le hasard générationnel, elle est copine avec Cécile Martinez, qui elle aussi est investie dans le milieu de l'art, de la culture et du handicap. Elle était directrice de l'association Au nom de la danse, et puis elle s'investit aujourd'hui dans l'Institut des arts inclusifs. Elle en est directrice depuis maintenant un petit peu plus d'1 an. Et elle rayonne aussi, elle porte un message, elle permet de mettre en relation les valides, les non-valides, et de faire des créations artistiques de très haut niveau dans le domaine de la danse. Ses représentations sont remarquables aussi. Voilà. Et on a la chance qu'elle soit farlédoise. Ouais. La culture, c'est souvent subvention. C'est un mal nécessaire, la subvention, pour la culture? C'est pas un domaine très rentable la plupart du temps, à moins d'atteindre un très haut niveau. Mais là, on tombe dans le côté commercial. La culture, dans sa plus grande partie, n'est pas commerciale. On a à la Farlède aussi des gens qui sont moins connus, qui ne gagnent pas leur vie sur la culture, qui ont pourtant du talent. Ça peut être des auteurs, ça peut être des musiciens, ça peut être des sculpteurs, ça peut être des peintres. On a énormément de gens qui s'investissent dans la culture, qui la font rayonner sur notre territoire. On a une salle d'exposition, on a de l'événementiel culturel, mais évidemment, ça demande une participation publique. Donc oui, c'est un mal nécessaire de payer pour la culture, parce que la culture, c'est ce qui nous unit au niveau du territoire, au niveau du pays aussi. On peut parler de la langue également. Si on n'a pas cette culture et cette culture commune, on s'éloigne et on perd le fil. La culture, c'est large, ça va de l'orthographe jusqu'au cinéma, d'animation et compagnie. Comment se portent les associations de culture à la Farlède? Alors, toutes les associations dans leur ensemble, qu'elles soient culturelles, de loisirs, sportives, ont été ébranlées par la crise du Covid, les différentes restrictions, interdictions qui ont changé à chaque épisode. Finalement, aujourd'hui, il y a quand même un fonctionnement qui s'est réinstauré, en tout cas pour la partie principale de l'association. L'activité elle-même est maintenue. Ce qui a disparu, c'est la partie convivialité. Pour l'instant, on n'a pas le droit de faire autre chose que la mission première de l'association. Donc une association qui fait du don du sang, elle ne fait que du don du sang. Elle ne va pas faire de monde de convivialité. Elle fera pas un apéro même si c'est pour financer, c'est difficile, une partie de son fonctionnement. C'est pareil pour le sport. Le football ne fait que du football. On ne peut pas faire de regroupement, on ne peut pas faire de repas. Cette cohésion, cette convivialité qui a disparu, je souhaite vraiment que ce soit pour une durée la plus brève possible, parce que ça engendre dans l'esprit collectif, dans les mentalités, une perte de morale et une détérioration de la relation en général. Surtout que les associations ont un lien, c'est presque le lien social au sein de la ville. Bien sûr, on ne va pas dans une association que pour son activité première, on y va aussi par le plaisir de rencontrer les gens, de passer des moments sympathiques. On parle d'association, mais il faut parler aussi de commerce. Oui. Et de la vie des commerces. Oui. Et de l'économie des commerces. Absolument. Comment se portent les commerces à la Farlède? Je vais parler d'une manière générale, évidemment, d'un commerce à l'autre, il y a des situations qui varient. Les centres-villes des villes moyennes ont été très affectés depuis quelques années. La crise économique, l'émergence des ventes à distance par Internet,
les grandes surfaces qui se sont encore augmentées dans le secteur. Globalement, la Farled a plutôt bien résisté. Je ne dis pas qu'ils roulent sur l'or, nos commerçants, je dis qu'ils continuent à être là, à faire l'effort de maintenir leurs locaux en bon état, voire même de les rénover, de proposer des services de qualité, et c'est pour ça qu'ils tiennent d'ailleurs. On essaie de les aider de notre mieux. On a du parking gratuit, de la zone bleue, on communique. Ça, c'est agréable. La zone bleue, c'est parfait. Voilà, c'est un bon compromis. C'est un bon compromis. Ça permet de ne pas rester toute la journée garé là et d'avoir des emplacements libres pour les gens qui viennent. Très bien. Puisque je suis client d'un commerçant de la Farled, donc qui coupe les cheveux à notre mascotte Omerta, donc la petite Léana qui a le toilettage. Très bien. Et donc là, il y a un emplacement bleu. Voilà, je peux me garer tranquille. Alors, il faut que les habitants jouent le jeu. Hein. Les habitants, on déplace en zone permanente, un petit peu plus loin que la zone bleue. Voilà. Donc la grande majorité des gens acceptent ce compromis qui permet de donner satisfaction à la fois aux commerçants et aux habitants. Donc je disais qu'on communique, on fait de l'événementiel, on essaie aussi de faire des bons d'achat lorsqu'on doit récompenser notre personnel ou offrir un cadeau au moment des fêtes aux personnes éligibles au CCAS. Ces bons d'achat ont du sens parce qu'ils rapprochent la population des commerces, ils font travailler l'économie locale et on trouvait que c'était un bon compromis plutôt qu'offrir un coffret qui était parfois issu d'une région très éloignée et qui n'apportait rien au local. On n'a pas parlé d'événementiel. C'est sympa l'événementiel. Oui. Bon, c'est surtout l'été, on va dire. Oui. Donc, il y a un programme pour l'année prochaine. Vous essayez de diversifier un peu, pas toujours les mêmes tous les ans. Oui, c'est pas toujours simple parce que les prestataires, faut qu'ils comprennent eux aussi veulent fidéliser leur date, leur lieu d'implantation. Mais il y a beaucoup de prestataires dans le milieu des festivités. Et on va justement essayer, tout en favorisant les prestataires locaux, sur quelques années, de tourner pour pouvoir faire passer tout le monde. Ça a aussi du sens pour le public. Revoir le même prestataire chaque année, ça peut être lassant aussi à la longue. Oui. Donc on aime bien laisser passer 2 ou 3 ans avant de revoir les mêmes personnes, ça a du sens. Oui, on aura un programme de festivités cette année encore, avec le comité des fêtes principalement, mais aussi avec la municipalité en direct. Notre comité des fêtes, il fait de très belles manifestations, hein, je les salue, avec notamment les foires médiévales à Noël au mois de juin. Ils ont l'élection de Miss Farled aussi, qui a été une belle réussite. Je salue la nouvelle Miss Farled, Marine, qui a été élue au mois de novembre dernier. Ils ont aussi plein de projets. Voilà. Mais on va rester dans la tradition, on va rester dans le local et on va continuer à faire des festivités. Oui. Moi, je pense que pour des villes comme la Farled, des villes, on va dire, moyennes, je pense que rester dans la tradition, c'est important. Oui, on est une ville provençale, il ne faut pas se renier. Ce sont de bonnes bases à montrer et c'est un bon exemple. Absolument, absolument. On a fait un bon tour là. Ouais. On va un petit peu rentrer dans les institutions. On va parler un peu d'intercommunalité et de ce qui risque de se passer. C'est vrai que c'est une actualité particulièrement dense, l'intercommunalité, pour la Farled et pour les 5 communes de la vallée du Gapot. Actuellement, nous sommes dans la communauté de communes de la vallée du Gapot. Nous y sommes bien, nous entendons bien entre maires. Nous gérons les compétences qui ont été transférées de la commune vers le PCI dite vallée du Gapot. Mais on a une perspective et nous travaillons dans ce sens main dans la main avec les 12 maires de la métropole pour faire une étude de faisabilité. Il y a un accord de principe qui a été donné pour que cette étude puisse avoir lieu. Et on réfléchit sur les moyens de mener à bien cette fusion, les conséquences financières, les conséquences en termes de transfert de personnel, la faisabilité aussi logistique, matérielle sur le terrain. Tout cela est un gros travail. Les fonctionnaires sont mêlés à ce travail et je les en remercie aussi bien sur notre commune, sur notre communauté de communes qu'à la métropole. Les choses avancent sereinement. Pour l'instant, le cheminement est tout à fait positif. Alors, des dates ont été annoncées. Si la fusion venait à être votée définitivement, on parle soit du 1er janvier 2024, soit du 1er janvier 2025. Je peux donner mon avis personnel sur la question. On a de beaux défis à relever ensemble qu'on ne pourra pas relever tout seul. Voilà, c'est un peu le français étant toujours très positif, va nous dire
Ouais, ça va nous coûter un fric fou. Ouais. Donc moi, j'aimerais savoir quels vont être les avantages. Alors, parce que ça ne coûtera pas plus cher. C'est pas le but que ça coûte un fric fou. Donc, le but, au contraire, c'est de mutualiser, c'est d'être plus fort ensemble, d'aller rechercher des financements plus loin, plus haut, plus importants. C'est de mettre en commun nos problématiques. On a de gros défis dans le secteur. On a le défi déjà des transports et de la circulation. Déjà. On est depuis quelques années complètement engorgé, asphyxié par les déplacements qui sont essentiellement des déplacements en voiture, la plupart du temps seul dans sa voiture. On a beaucoup de choses à améliorer. On a aussi des contraintes topographiques. On sait que malheureusement, la ville de Toulon et les villes voisines sont encadrées par la mer, par les monts toulonnais, avec 2 voiries principales qui traversent Toulon. Il y a eu sans doute des opportunités il y a 30 ou 40 ans de faire une autoroute de contournement. Aujourd'hui, ça n'est plus possible avec le nombre de constructions qui ont eu lieu. Donc, on doit essayer d'optimiser ce qui existe. On n'est pas Dubaï, on ne pourra pas faire un pont sur la mer. Par contre, une troisième voie, ça aurait été magnifique. Peut-être que ça aurait été magnifique, mais ça va sans doute dénaturer la rade. Peut-être que ça ferait débat aussi. Le pont de Millau est magnifique. Oui, mais c'est pas le même contexte. Voilà, tout à fait. Puis au niveau militaire, je suis pas sûr que ce soit autorisé aussi de surplomber certains sites stratégiques. Ouais. On a donc une troisième voie qui est coûteuse financièrement, qui est coûteuse en termes de temps, en termes de contraintes pour les gens, parce qu'elle va durer 4 ans, mais qui est nécessaire. Voilà, cet élargissement de 3 voies de l'autoroute va permettre quand même d'absorber une partie du trafic. Il y a d'autres pistes qu'on doit justement travailler ensemble si on intègre la métropole, le développement du réseau Mistral avec l'atteinte de ce réseau dans notre territoire, le développement du TER. Là, j'insiste, mais c'est vrai que plus on ouvrira de gares ou de points d'arrêt, mieux ça sera. Donc, on a une ancienne gare à la Farlette qui est désaffectée depuis 50 ans, mais qui pourrait très bien faire l'objet d'un point d'arrêt et ramasser les personnes du village, de Solesville, de la zone d'activité voisine, et qui seront autant de personnes qui ne s'enverront pas sur l'autoroute. Il y en a une à Olioul qui fonctionne très bien. Oui. Voilà, absolument. Je ne savais même pas qu'il y en avait. Mais elle a toujours existé. C'est le jour où on m'a dit Lyon-Toulon et non Lyon-Olioul. Ah, vous êtes arrêté à Olioul. Je suis allé chercher la personne à Olioul. Je ne savais même pas qu'il y avait une gare. Donc, je ne savais pas que sur des trajets aussi longs, on pouvait s'arrêter à Olioul. Pour le TER, bien sûr. Alors, peut-être qu'il y a eu un arrêt à Marseille, je pense. Mais, alors, c'est vrai que pour être pragmatique, quand on augmente le nombre d'arrêts, on se met en difficulté sur la gestion des horaires, la fréquence des voyages. Donc, on ne peut pas non plus s'arrêter tous les 100 mètres. Mais tout de même, je pense que quand une gare a existé, c'est qu'elle n'était pas là pour rien. Et ça serait le cas de la nôtre aussi. Alors, il y a d'autres possibilités pour améliorer ce transport sur l'aire toulonnaise. On a le développement des voiries partagées, des voies cyclables, des cheminements doux. Là aussi, on est un peu en retard dans notre secteur. Le fait d'intégrer un jour la métropole nous permettrait d'avancer un petit peu plus vite. On a les aires de covoiturage qui ont déjà commencé. Il y en a une qui vient d'être créée à Soliès, il y a une autre qui sera créée à la Farled. En fait, ce sont plusieurs pistes d'amélioration qui doivent être amenées parce que le grand projet qui solutionnerait totalement les bouchons, celui-là, il est utopique. Voilà. Ce serait d'avoir des voitures volantes. Peut-être qu'on y viendra. Ou un téléphérique, peut-être. Un petit mot sur le département. C'est une instance partenaire. Le département gère des compétences absolument vitales, notamment le social. Je crois que 65% du budget du département est dévolu à la cause sociale. Il gère aussi les collèges, il gère certaines routes, et puis il gère le SDIS, donc la protection incendie et les secours. Et il aide aussi les communes, les collectivités, en apportant des subventionnements qui permettent d'accompagner les projets territoriaux. On y fait appel chaque année, il y répond présent, et le département est un très très bon partenaire pour nous. La région ? Alors la région, c'est une instance qui me paraît plus récente finalement, qui depuis 2015, on ne va pas s'en cacher, a gagné énormément en dynamisme. Elle est au moins aussi importante que le département. Elle gère les lycées, elle gère la culture, le tourisme. Elle a une part importante aussi dans l'environnement, les transports. La région, c'est un partenaire essentiel, pas que pour les communes, mais aussi. Elle aide aussi les communes sur certains projets qui ont un intérêt territorial. Et là aussi, on a des élus qui sont très performants et qui ont permis de faire avancer énormément de projets. Il me semble que vous allez avoir ou que vous avez un conseil municipal des jeunes. Oui. C'est important la démocratie ? Alors c'est important, pas que pour les jeunes, mais aussi. Ça me permet, je pense, de leur mettre le pied à l'étrier, de les sensibiliser à la chose publique. J'ai été un peu contrarié parce que la pandémie a reporté cette installation plusieurs fois.
Donc là, on est sur début mars pour l'installation du conseil municipal des jeunes. J'y ai donné la note aussi environnement. Ce sera conseil des jeunes et de l'environnement. On va faire appel à la fois à nos écoles élémentaires et notre collège. Et les volontaires, mais écoutez, viendront apporter leurs idées, parce qu'ils ont toujours, ces jeunes, des idées innovantes qui ne passent pas toujours par l'esprit des adultes. C'est aussi de bons moments de partage, on va pas s'en cacher, parce que c'est une relation privilégiée. Il y a un peu d'intergénérationnel aussi, finalement, même si je ne suis pas encore dans le 3e âge. Ça fera partie aussi d'une passation de relais qui me paraît essentielle. Et on va leur expliquer le fonctionnement de façon adaptée d'une municipalité, les enjeux, les projets, pour qu'ils comprennent davantage leur commune. Et puis surtout, on les écoutera. Ça sera combien de membres? Ça sera une quinzaine de membres. Pour un maire, l'État, ça représente quoi? Alors l'État, c'est ce qui nous unit. Moi, je serais très inquiet que l'État perde en crédibilité. Aujourd'hui, on se rend compte quand même, dans la parole de tout un chacun, qui est lisible notamment sur les réseaux sociaux, qu'on remet énormément en cause la parole institutionnelle, la parole officielle, mais pas que, on remet aussi en cause la parole scientifique, médicale. J'en suis très inquiet, parce que l'État, c'est vraiment ce qui est essentiel pour l'équilibre des territoires. En termes d'éducation, en termes de santé, en termes d'énergie, en termes de transport, comment ferait-on si nous n'avions pas l'État qui répartit l'effort, qui permet à tous d'avoir accès à l'essentiel des services? Nous aurions des régions privilégiées et nous aurions des régions appauvries, et les Français ne seraient plus égaux. Voilà. Et l'État, c'est aussi la langue nationale, la culture commune, le français donc. Et ça aussi, c'est ce qui fait notre identité. On peut être Farlédois, Varois, Provençal, mais aussi français. Eh bien, on a fait un grand tour. Il y a une question que je n'ai pas posée. Alors, on a eu la chance d'avoir, depuis plusieurs années, des labels. La Farled avait l'image d'une ville un peu endormie, notamment sur le côté fleurissement, cadre de vie. Et depuis 2017-2018, on a obtenu une première fleur, une deuxième fleur. Et là, cette année, au mois de décembre, ça vient de m'être notifié par le président Muselier et son vice-président François de Canson, que je remercie pour leur distinction, une troisième fleur, et qui met en lumière finalement, alors c'est sûr en premier lieu notre service Espace Vert, qui travaille très bien, qui fait de très belles choses, mais on a un autre label, un peu comme le label Ville et Village Fleuris, qui est celui de Ville où il fait bon vivre, qui attribue aussi un label. La Farled l'a obtenu depuis 2 ans, ce qui signifie qu'en réalité, c'est surtout un travail collectif qui est à mettre en avant. Quels que soient les services, on a besoin de tout le monde. Lorsqu'on a de beaux espaces verts, c'est bien, mais il faut avoir une ville propre, il faut avoir une ville sécurisée pour obtenir ces labels, il faut avoir une économie qui fonctionne, des équipements suffisants. Il faut montrer aussi en communiquant que tout cela fonctionne, sinon ça ne marche pas. Si vous ne communiquez pas, les gens ne s'aperçoivent pas toujours de ce qui est en place. Donc c'est vraiment un beau travail d'équipe. On parlait de l'urbanisme. Si on n'a pas un service urbaniste performant, on va développer la ville de façon anarchique, ce n'est pas bon non plus. On a vraiment l'ensemble des services municipaux qui sont sur le pont, et c'est grâce à toute l'équipe municipale, agents et élus dans le temps, j'inclus aussi les anciennes générations, qui ont concouru à obtenir ces labels. Pour les Farlédois, c'est vous êtes, pour les autres, c'est venez dans une ville où il fait bon vivre. Alors oui, on reste accueillant, même si c'est vrai que certains riverains peuvent être, je les comprends, un peu contrariés par les projets, les nouveaux chantiers. C'est un temps difficile. C'est un sport français, ça. Oui, mais il ne faut pas oublier qu'un jour aussi, on s'est installé quelque part et qu'il n'y avait rien à un moment donné là où on s'est installé. Donc quand on loge quelqu'un, ce n'est pas pour le plaisir, c'est une nécessité. Et je pense qu'il vaut mieux bien accueillir dans le temps, c'est bien plus payant que d'accueillir avec un certain a priori négatif. Eh bien, merci. Avant de vous laisser la place aux vœux, je vais vous poser, si vous le permettez, quelques questions intimes, on va dire. Ah, je suis un peu inquiet. La place de la famille. La place de la famille, c'est un pilier. C'est un pilier. J'ai pas la chance d'avoir une famille nombreuse. J'étais, comme je l'ai dit tout à l'heure, fils unique par accident. Ma mère a perdu un bébé à la naissance, un autre en cours de grossesse. J'ai perdu mon père aussi à l'âge de 23 ans. Mais ma mère est un pilier, mon fils est un pilier. J'ai la chance aussi d'avoir une marraine et une filleule très proche. Ça fait partie c'est des moments
où l'on se ressource, ou lorsqu'on doit se voir en petit comité, ça fait du bien, notamment au moment des fêtes, parce qu'on était contraints. C'est très bien de se revoir en famille, même si c'est un peu restreint par le nombre en ce qui me concerne. La famille et les amis, un complément nécessaire? Alors les amis, tout dépend, on met le curseur. Hein. Il y a l'ami, après il y a les bons copains. Absolument. Voilà. Absolument. Je crois qu'il serait prétentieux de dire... Dans le Sud, on dit souvent mon ami, mais non. Ouais. Il serait prétentieux de dire que j'ai énormément d'amis. Je peux vous dire qu'en tout cas, mes amis, ceux que je considère vraiment comme des amis, je les ai depuis très longtemps, et on s'est mutuellement éprouvés. Voilà. En fait, on s'aperçoit qu'on est ami avec quelqu'un au moment où on s'y attend pas. Sans doute, ou au moment, en tout cas, on est mis en difficulté, l'un ou l'autre, ou la vie nous met en difficulté. Vous avez des moments secrets? Au moment où je vais m'endormir, là, c'est vrai que je me laisse aller à un peu toutes les pensées. Alors bien souvent, je pense aux problématiques municipales, parce que malgré tout, on est préoccupé soit par ce qu'on vient de, ça empêche de dormir, de faire ou dire le jour même, soit ce qu'on va faire ou dire le lendemain. Mais c'est vrai que j'ai tendance à penser un peu tout le temps, y compris quand je dors. Donc je ne le maîtrise pas, ça, mais ça fait partie des choses qui me caractérisent. Vous êtes sexe, drogue, rock'n'roll, ou sentiment, sucrerie, canapé? Non, moi je suis plutôt sage dans ma façon d'aborder ces thématiques. Donc je serais plutôt classique. Le truc le plus fou que vous ayez réalisé? C'est difficile à dire. Moi j'estime que c'est un défaut, je manque de folie. Donc c'est difficile de dire que j'ai réalisé. Donc si je dois choisir quelque chose de fou que j'ai réalisé, ça va vraiment décevoir le téléspectateur. Non, je manque de folie. Peut-être qu'il m'en faudrait un petit peu plus. Voilà. Quelques trucs préférés en vrac, votre plat préféré? Le gratin dauphinois de ma mère. Le dessert, vous êtes gourmand? Le dessert, c'est les glaces. Un acteur ou un comédien qui vous... On en a eu beaucoup de très bons. Dans les acteurs vivants, je veux dire Depardieu, j'aime beaucoup aussi Bruel. Après, j'étais très admiratif de Belmondo, ça a bercé ma jeunesse. Voilà. Oui. Vous êtes film, série? Les deux depuis quelque temps. Au départ, j'étais un peu allergique aux séries, à l'idée d'être hypnotisé dans le temps par la diffusion d'une série. Maintenant, les deux me passionnent. J'aime bien regarder, quand j'ai le temps, quelques séries. Il y en a de très bonnes. Hein. Une chanson préférée? Alors, mon chanteur préféré, je dirais quand même Michel Sardou, donc je vais aller sur les lacs du Connemara. Voilà. C'est une chanson, je pense, qui plaît à beaucoup de monde, d'ailleurs. Je vais vous raconter une anecdote. À Montréal, devant plus de 25 000 personnes, il y a 3 musiciens qui ont enlevé leur lyre, d'accord, parce qu'ils ne comprenaient pas le bruit qu'ils entendaient, et c'était les gens qui chantaient les lacs du Connemara. Oui. Donc, c'est vrai que celle-là, tout le monde la connaît. Celle-là, c'est une chanson qui n'aurait jamais dû... Elle est magnifique. Une chanson... Alors, j'avais écouté Sardou lorsqu'il avait raconté la façon de l'écrire. Mais en réalité, ils ne sont jamais allés ni en Irlande ni au Connemara. Ils ont fait un champ lexical de tout ce qu'on pouvait dire sur le Connemara. Et puis, ils ont aggloméré ça très habilement, évidemment. Et c'est devenu un hymne. Vous avez un homme ou une femme que vous idéalisez ou qui vous marque? Alors, on a perdu Simone Veil, qui est une femme qui a milité pour des combats très nobles et très utiles, qui a fait avancer beaucoup de choses, notamment le combat féministe, mais pas que. C'est quelqu'un aussi qui a énormément souffert du conflit de la Deuxième Guerre mondiale, qui en politique est devenue une des rares femmes à l'époque qui comptait. Aujourd'hui, on voit qu'on est allé vers la parité. On a beaucoup de femmes qui travaillent dans le milieu politique, et c'est très bien ainsi, ça apporte un équilibre. On avait du mal à basculer il y a encore une quinzaine d'années, et puis en forçant les choses, on a réussi à créer même un équilibre, puisque ça n'était jamais arrivé, et c'est très bien ainsi. Justement, pour ou contre la parité, à tout prix? Alors, pour, dans la mesure où on a incité des femmes à s'intéresser à la chose publique et à la chose politique. C'est vrai qu'au départ, la parité était un peu artificielle, puisqu'on a été obligé d'aller chercher des femmes qui parfois ne s'étaient pas investies. Mais de façon tout à fait naturelle. Au fil du temps, on s'aperçoit que maintenant... le fait d'être un homme ou une femme en politique n'a plus aucune importance, finalement, en termes de valeur de discours. Mais ça a une importance en termes de sensibilité, ça oui. Pour ou contre la polygamie? Non, totalement contre. Le permis à points? Écoutez, lorsque la prévention ne marche pas, la répression est nécessaire.
Maintenant, permis à point ou une autre manière de procéder, la sécurité routière ne peut pas se contenter de prévention. À un moment donné, perdre 1 point pour 1 km/h. 71. on peut s'interroger sur les barèmes. Mm. Alors, vous avez perdu 1 point pour 6 km/h en Oui, réalité, parce qu'il y a la marge technique. Mais à 70... On est d'accord qu'il peut y avoir des points de discussion, mais globalement, s'il n'y a pas la menace de la sanction, il y a une grande partie de la population qui va être moins attentive ou moins concernée. L'euthanasie. Là aussi, c'est un débat qui ne peut pas J'avais d'autres questions un peu chaudes, trouver de réponse en quelques secondes. Non. Il y a un cheminement qui est en cours. La loi Leonetti a déjà amélioré la question de l'accompagnement en fin de vie. On voit que certains pays ont plus avancé que nous. Il y a d'autres questions qui viennent se greffer à cette thématique, notamment les questions de croyance en particulier. Je pense qu'on doit continuer à cheminer, à faire avancer les choses. On ne peut pas se contenter de voir des gens souffrir lorsqu'ils ont envie de partir. On ne peut pas continuer à leur dire qu'il faut aller au bout des choses lorsqu'ils ne sont plus que souffrance et douleur. On ne peut pas non plus permettre à des gens de partir sans raison parce qu'à un moment donné, sur un coup de tête, ils pourraient le décider. Donc tout cela est assez sensible. Une note un peu plus détendue, pour ou contre le sport en chambre? Alors ça dépend. Ça dépend du moment que c'est avec la personne légitime totalement pour. Ouais. Et puis s'il s'agit aussi de faire quelques abdos au pied du lit ou des gainages, pourquoi pas. Je vais choisir un peu dans les péchés capitaux, vertueux ou avouables. L'avarice. Alors tous les défauts font partie de l'être humain. On les a pas tous avec la même intensité, on n'a pas tous non plus les mêmes qualités. Il y en a certains qui sont plus pesants pour certaines personnes. L'avarice, moi, me pèse. Voilà, quand je rencontre l'avarice, ça me pèse. Et la gourmandise? Alors, la gourmandise, ça, c'est un défaut que j'ai pleinement et contre lequel je lutte depuis ma plus tendre enfance. Voilà, j'ai des photos de moi où j'étais rond dans les écoles, dans les clubs de foot. Voilà. Mon père a beaucoup insisté pour que je fasse attention à cela toute ma vie. Bon, je suis un peu marqué avec ça, donc je lutte. Bien, là. Je lutte. Ouais, voilà. c'est une lutte. Moi, je peux plus. Rien n'est jamais gagné. Ouais. Votre péché mignon? Je vous aurais dit la gourmandise si on n'avait pas parlé. C'est sans doute le plus marquant quand même, parce que je suis sucré, salé, même mélangé, ça me dérange pas toujours. Donc c'est vraiment un péché mignon, la gourmandise. Dans les vertus, la charité? C'est une chose nécessaire. Il y a un rôle à jouer par l'État, par les associations, mais aussi par l'individu. Voilà, ça fait partie des choses dont on n'a pas à faire la publicité. On peut, de notre côté, faire ce qu'on estime bien en toute discrétion, que ce soit pour des causes très connues comme le Téléthon, la lutte contre le cancer, ou pour d'autres. La justice? La justice, là aussi, c'est un débat qui mériterait plusieurs heures et sur lequel je ne serais pas suffisamment compétent pour l'alimenter. En revanche, le sentiment de justice, c'est ce qui permet à une société de bien fonctionner. Et lorsqu'on s'éloigne de ce sentiment de justice, qu'on va vers l'inéquité, même partielle, il est plus difficile d'avoir un discours cohérent et de toucher les gens. Dans les péchés avouables, est-ce que vous avez déjà menti à votre mère? Oui. Bien sûr, mais pour ne pas l'inquiéter. Ça me tranquillise, il n'y a pas que moi. Les gros mots, ça fait du bien? Parfois, c'est même involontaire, ce qui veut dire que c'est nécessaire. Voilà. Après, lorsqu'on représente une institution, une personne morale, il faut savoir se maîtriser également. Mais dans le privé, parfois, ça peut libérer. On va répondre par oui ou par non, là. J'y crois au Père Noël? J'aimerais y croire. Et j'y crois pour mon fils. Voilà, donc pendant le calendrier de l'Avent et jusqu'au soir de Noël, j'y crois avec lui. Et puis le fait est cette année, il a eu la chance d'avoir ce qu'il demandait. J'espère qu'il aura cette chance le plus longtemps possible. Les extraterrestres? Les extraterrestres, ça m'angoisse. Moi, je préférais penser finalement qu'on est seul, parce qu'on voit les difficultés que l'on a déjà à s'entendre lorsqu'on est issu d'un même ensemble, de la race humaine. J'imagine les difficultés que nous aurions à la fois à communiquer et s'entendre avec des gens totalement différents. Voilà, donc moi je préférais penser que tout de même nous sommes seuls. Pour certains ça les angoisse, moi ça me rassure. Vous croyez aux fantômes? J'en ai pas eu de manifestation, j'espère que j'en aurai pas parce que ça va être assez angoissant tout de même.
Là aussi, j'ai pas de réponse sur l'au-delà. Il y a beaucoup de croyances qui font des théories sur ce qu'est la vie après la mort. Honnêtement, je n'ai pas d'éléments à vous donner là-dessus, on verra bien, mais le plus tard possible. Le plus tard possible, oui. On peut toujours croire en l'homme. Oui, si on ne croit pas en l'homme, on ne s'investit pas dans la chose publique. En tout cas, on fait appel à une grande majorité de gens qui, aujourd'hui, encore, est raisonnable, obtempère dans l'intérêt général. L'homme, c'est aussi ça, ce n'est pas que l'individu, c'est l'appartenance à un groupe. Pour qu'un groupe fonctionne, il faut qu'il y ait des règles, un respect des règles, des chefs. On a la chance d'avoir un pays où on peut faire changer le chef, le gouvernement, tous les 5 ans. Donc si on n'en est pas content, on vote pour quelqu'un d'autre. C'est une chance énorme quand même, on n'est pas dans une dictature. Donc croire en l'homme, c'est aussi laisser la possibilité aux gens de montrer qu'ils participent à l'effort collectif. La fidélité. La fidélité, c'est essentiel, et pas que en amour. Non. Voilà, vraiment. C'est la fidélité au sens large. Absolument, et ça fait partie des valeurs auxquelles je crois énormément. Et la fidélité, y compris dans les épisodes où on pourrait douter, parce que c'est là qu'elle est essentielle. C'est pas quand tout va bien, hein, c'est aussi lorsqu'on est confronté aux obstacles. Votre vœu le plus cher, ça peut être en termes de prix aussi. On va faire les deux alors. Ah, voilà. Alors mon vœu le plus cher, ça serait de retrouver un apaisement et des perspectives plus réjouissantes. C'est vrai qu'on est dans l'anxiété depuis quelques années, au niveau environnemental, au niveau économique, au niveau social, avec cette pandémie qui a jeté de l'huile sur le feu. Et j'aimerais que enfin on aille vers de meilleures nouvelles, vers de meilleures perspectives, parce que quand je regarde mon fils et quand d'autres regardent leurs enfants, on a envie de savoir que leur avenir sera serein. Et pour l'instant, on peut en douter. Voilà. Donc mon vœu le plus cher, c'est qu'on retrouve de belles perspectives. Je vais vous tutoyer. La résolution que tu ne tiendras pas. Ah, c'est d'être en permanence vigilant sur l'alimentation. Là, je suis trop gourmand pour ça. Les 2 dernières, qui aimeriez-vous rencontrer, vivant ou mort? Le général de Gaulle. Ouais, le général de Gaulle, parce que il a eu un rôle essentiel pour notre pays à plusieurs reprises. Hein. Il a été notre lueur d'espoir, puis notre libérateur. Il n'était pas seul, heureusement. Beaucoup de gens l'ont rejoint, l'ont accompagné, puis rejoint. Il a été celui qui a sauvegardé nos institutions en 1958 avec la Ve République. Et puis il a aussi instauré l'image d'un homme investi, désintéressé, pour qui la nation passait avant tout. Donc c'est quand même quelque chose de remarquable. Je trouve qu'aujourd'hui, beaucoup de gens y font référence ou s'en revendiquent. Moi, je n'aurais pas du tout la prétention d'être un gaulien, un gaulliste, la terminologie que l'on peut associer. Par contre, j'ai juste la prétention de l'admirer. Voilà. Je suis un peu agacé quand tout le monde s'en revendique. Voilà. Quand on dit « moi je suis gaulliste », ça ne veut plus rien dire. Général de Gaulle, il n'y en aura qu'un. Et s'il y a quelqu'un, effectivement, que je dois garder comme unique et comme admirable, c'est le général de Gaulle. Eh bien, merci. Je vais vous laisser souhaiter vos vœux maintenant. Déjà, je vous souhaite à vous et à l'Impact tous mes vœux de santé, de réussite, et puis surtout, là aussi, un peu plus d'animation, de possibilité de s'exprimer dans le cadre des festivités et de rencontrer un maximum de personnes avec le moins de contraintes possible. Donc, tous mes vœux à vous et à toute l'équipe. Merci. Alors, en début de discours, je m'adressais aux élus du conseil municipal, du CCAS, à mon personnel, à mes proches, aux élus du territoire. J'aimerais en premier lieu parler des gens qui sont en difficulté, par la maladie, par l'isolement, ou qui ont eux-mêmes des gens malades dans leur entourage. Je voudrais penser à eux parce que c'est toujours difficile d'affronter la vie lorsqu'on est amoindri. On ne la voit pas de la même manière, on n'a pas toujours la certitude que les choses vont s'améliorer. Donc c'est avant tout à eux que je souhaite un prompt rétablissement, une amélioration de leur situation. Je remercie tous les soignants qui nous ont aidés à traverser cette crise. Elle n'est pas finie, ils sont toujours là. Les soignants de l'hôpital, les soignants libéraux, les soignants dans les villes, dans les villages, dans la ruralité, qui tous les jours se battent pour nous faire des tests, pour nous vacciner, pour nous soigner lorsqu'on tombe malade.
malgré des conditions qui se sont énormément dégradées sur leur lieu de travail et qui nous ont permis de faire partie des pays qui ont tout de même eu le moins de dégâts, même si ces dégâts sont colossaux aujourd'hui. Les forces de l'ordre qui, on parlait du sentiment de sécurité, grâce à qui les règles sont respectées. Ils ne peuvent pas être partout, tout le temps. On ne pourra jamais empêcher qu'il se passe malheureusement des épisodes contrariants ou dramatiques. Mais grâce à eux, grâce à leur dévouement, ce sont des gens qui vraiment s'investissent pleinement dans leur métier. Quand on parle des militaires ou des gendarmes, ce sont des gens qui, jour et nuit, sont sur le pont pour la sécurité des autres. Les pompiers aussi. Les pompiers, là on n'est plus tout à fait dans les forces de l'ordre, on a dans ce qui concerne le secours. On a vu cet été avec les incendies des morts à quel point ils sont prêts à prendre des risques pour sauver le territoire, les biens, les personnes. Là encore, c'est remarquable, on a besoin d'eux et je les en remercie. Les enseignants ont été aussi assez ballottés durant cette crise avec énormément de changements de situation, parfois angoissantes. Ils ont aussi tenu bon la barre, parce qu'on a vu à quel point la fermeture des écoles pouvait impacter la vie des Français, l'aspect mental aussi des enfants, des adolescents, lorsqu'ils se retrouvaient éloignés de toute relation, de tout enseignement. Donc grâce aux enseignants, on peut retrouver un fonctionnement normal de la société, en ce qui concerne en tout cas ce domaine-là de l'éducation qui est prioritaire. Et je salue particulièrement les enseignants de notre commune, des écoles maternelles, élémentaires, du collège et du personnel qui est associé et qui fait de nos écoles d'ailleurs des lieux de réussite. Voilà, les écoles farlédoises, je le dis un peu de façon présomptueuse, sont très demandées. Les commerçants du centre-ville, je leur souhaite également de continuer à s'épanouir auprès de nos habitants. Eux aussi ont dégusté, qui dégustent toujours. Écoutez, ils sont essentiels à notre vie en termes d'accès aux services, en termes de participation financière aussi à la vie des collectivités. Il ne faut pas s'en leurrer, ils payent des taxes, ces gens-là, et il faut le respecter. C'est leur travail qui permet de financer une partie des projets des collectivités, de la vie publique, et je leur souhaite de retrouver leur niveau de départ et peut-être davantage. On a parlé des associations et les bénévoles surtout. Alors là, les bénévoles, c'est une race en voie de disparition. Oui. Parce que c'est un statut qui n'est pas reconnu. Et là aussi, ça m'interpelle. Je trouve qu'on devrait créer quelques mesures incitatives. Comme l'armée. Voilà, exactement. Des points de retraite. Pourquoi pas. En tout cas, on va être en grande difficulté dans quelques années parce qu'il y a une génération entière de bénévoles qui va partir, non pas à la retraite, mais qui va cesser son activité tout simplement. Et on a du mal quantitativement à retrouver l'équivalent. Donc les gens vont se retrouver à gérer des associations en étant moins nombreux. Je suis très inquiet pour la survie des associations. Donc les bénévoles, je les admire, je les respecte, mais encore une fois, il y a des mesures qui dépassent l'échelon communal et qui devraient être prises à un plus haut niveau. Je vais saluer toutes les générations, les parents, les extrêmes et celles du milieu. On parlait des enfants tout à l'heure au travers du conseil municipal des jeunes, on vient d'en parler au travers des écoles. Les jeunes, c'est l'avenir. Alors je leur souhaite qu'on réussisse à optimiser l'environnement dans lequel ils vont évoluer, le monde qu'on va leur laisser. Je leur souhaite aussi de vivre une enfance, une belle jeunesse. C'est nécessaire d'avoir cette partie-là de la vie et de la figer pour être heureux plus tard. Je souhaite à nos seniors également. Alors, j'allais y venir parce que je vais bientôt y arriver. Il me reste un an. Alors, je veux savoir ce que ça fait quand on souhaite une bonne année aux seniors. Dans un an, je vous souhaite. Dans un an, D'accord. Alors les seniors, on n'est pas senior de la même façon selon son âge, évidemment. On a la chance d'avoir un allongement de la durée de vie. Donc on n'est pas senior à 70 ans comme on l'est à 90 ans ou 95 ans. Mais on a le droit encore de goûter au bonheur, quel que soit l'âge. On a le droit de prétendre à rencontrer les gens, à faire des fêtes, à manger en toute convivialité. Je leur souhaite ça parce que ça va contribuer aussi à leur santé. L'isolement est très mauvais pour les seniors, on l'a vu. On a tendance à régresser lorsqu'on n'est plus relié aux autres. Plus de lien social. C'est ce qui a été malheureusement fait. Alors ça a été aussi fait pour leur sauver la vie, parce qu'à un moment donné, on avait peur d'avoir vraiment des chiffres très inquiétants en termes de décès, notamment dans les maisons de retraite. Mais l'isolement n'a pas eu que du bon, loin de là. Alors donc,
je leur adresse tous mes vœux d'un retour à la vie normale, de bonne santé. J'espère les recroiser le plus souvent possible. En ce moment, c'est très difficile. S'ils le veulent, je leur chanterai une chanson avec plaisir, notamment à la résidence Roger Mistral. J'en salue le personnel et sa directrice, Madame Coulet, et la directrice du centre intercommunal d'action sociale, Madame Le Pinsec. Voilà, ces gens-là méritent qu'on s'intéresse à eux. Les liens aussi avec la jeune génération est très bénéfique. Là encore, on est un petit peu empêché. Je souhaite que ça redevienne tout à fait normal là-dessus. Et puis les générations intermédiaires, que ce soit pour la vie familiale, pour la vie professionnelle, pour la vie de loisirs, que les choses rentrent dans l'ordre et que cette année soit celle à nouveau du plaisir. Alors, j'en ai parlé en début de discours, mes élus comme mon personnel, parce que ils en ont besoin aussi après 2 ans de contraintes, de contrariétés. Ils ont tenu la barre. Je m'adresserai directement à eux pour leur dire, il y a des choses qu'on peut se dire qu'entre employeurs et agents ou qu'entre maires et élus. Je les remercie parce que la Farled a tenu le cap malgré les contraintes financières, humaines. Et aujourd'hui, nous espérons tous cette sortie de crise qui permettra à la fois d'améliorer à nouveau leurs conditions de travail et d'aller vers des perspectives plus réjouissantes. On a des très beaux projets à mener ensemble. J'ai besoin d'eux. Sans eux, je ne pourrais rien faire. Je ne pourrais faire que des discours. C'est pas très productif. Donc je compte sur eux et je les remercie d'être là pour leur ville. Voilà. Des vœux pour toutes les personnes qu'on aurait pu oublier, parce qu'on ne peut pas... Alors là, je m'en excuse, parce que très honnêtement, c'est vrai que... J'essaie de vous aider, mais mon travail... Je m'adresse à tous les Farledois, et puis en dehors aussi, parce qu'on n'est pas chauvin, il n'y a pas que la Farled qui compte, mais on a encore les mêmes thématiques. La plus belle ville du monde. Exactement. Ça ne se sait pas encore toujours, voilà. Mais à la Farled, on commence à en être convaincu. Je ne vais pas inventer les thématiques, je ne vais pas être très original. La santé, la réussite, le bonheur. Voilà, je pense qu'avec ça, on n'est déjà pas si mal. On parlait on souhaitait les vœux à tous qu'on aurait pu oublier, mais je pense qu'on a oublié quand même des gens importants que sont les présidents d'associations et les référents de quartier. Absolument. On parlait des bénévoles, mais les présidents d'associations ont en plus des responsabilités, et je les salue également, et j'espère qu'ils continueront à œuvrer longtemps à la tête de nos clubs. Et nos référents de quartier, j'y tiens particulièrement parce que c'est une instance qui était en sommeil à cause de la pandémie essentiellement, et nous avons fait un appel à candidature au printemps dernier. Nous avons 33 nouveaux référents de quartier. Alors certains étaient déjà en activité lors de la précédente mandature, mais je les remercie, je les salue pour leur investissement, pour la volonté d'œuvrer pour l'intérêt général, pour la commune, et je leur souhaite à toutes et à tous une excellente année 2022. Mais écoutez, je pense qu'on a fait un joli tour ensemble. Oui. C'était très agréable. Également, le sentiment était partagé. Ouais. Je vous remercie beaucoup, vous et vos équipes qui ont contribué à préparer. Je les en remercie également. À préparer ce rendez-vous. Merci beaucoup. Et je vous souhaite, au nom de toute l'équipe de l'Impact, à vous et tous les gens qui vous entourent, mes meilleurs vœux, nos meilleurs vœux de santé, prospérité. On n'invente pas les thématiques, exactement. Vous l'avez dit. Je vous en remercie. Bonne année à tous. Merci, monsieur Palmier. Merci beaucoup. Merci.